Salut à tous, épisode 68 avec Lotto Soudal. On va continuer notre Tour de France profil 2013 et on va également parler de recrutement. Alors c'est vrai que la date du 1er août se rapproche et donc il faut effectivement continuer à avancer sur tout ça. Donc regardons un petit peu. Alors déjà les infos justement traitent de tout ça. Il y a du renouvellement dans l'air et puis quelqu'un qui veut s'impliquer dans le recrutement. Tige Benoît, manifestement, on va aller voir tout ça. Donc Wellens, quand on va sur sa fiche, on s'aperçoit qu'il a pris sa décision. Ah, très bien, il a pris sa décision. Quelle est-elle? Décision pour 2022. Il y a un mail à aller regarder. Suspense. Voilà. Il veut prolonger, mais évidemment sous certaines conditions. Ouais, d'accord. Je pense que l'agent a dû fourcher légèrement. Il s'agit de deux. Ah oui, voilà, c'est ça. Soit un Giro, soit une Vuelta, et il va être leader sur 3 tours d'une semaine World Tour. Ouais, bah dis donc, c'est ambitieux. C'est ambitieux tout ça. Ensuite, Van Aert veut également prolonger, mais il ne voudra pas rester toujours équipier. Ça peut se concevoir, parce que jusque-là, il s'est énormément sacrifié, notamment pour Benoît. Donc, message entendu, mon ami. Qu'en pense Tige Benoît? Puisqu'il veut s'impliquer, il a forcément quelque chose à dire, il doit avoir un avis sur la question. On va aller regarder un petit peu tout ça. Peut-être quelque chose de légitime, hein, que le mec veuille donner son avis hein, quand on accède à ce statut. Il y a 2 Tours de France, il y a une dizaine de monuments, hein, je crois, au minimum. Bon, bref, ok, il a ses têtes, et il y a des mecs avec qui il a envie de continuer, et d'autres avec lesquels c'est peut-être un peu plus tendu. Donc, ok, et Matthews, ouais d'accord. Zut, ça c'est la tuile par contre, parce qu'on avait prévu de prendre Phil Bauhaus, et Matthews, lui, il ne l'entend pas de cette oreille. Donc bon, il va falloir faire avec. Alors, qu'est-ce qui nous reste en possibilité là, puisqu'il nous reste 6 à 7 places pour recruter ça peut être un peu plus, hein, si on décide par exemple de ne pas prolonger un Van Endert. Hein. Donc, j'ai repéré O'Connor, a priori, il n'y a pas d'opposition de la part de nos coureurs. On va peut-être s'orienter vers un sprinter un peu moins renommé, mais un sprinter belge prometteur. Ça peut être peut-être une option sympathique. On va rester hein, sur le type là que je vous avais montré, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, c'était Von Gils. Celui-là, à mon sens, ça se prend. Ça se prend tous les jours. Il ne faut pas hésiter. Et puis, il y a un 4e larron qui me paraît assez essentiel. C'est un jeune puncher allemand de 21 ans, Eichhorn. Et bon, il a l'air assez intéressant. Donc bon, voilà. On va se donner encore un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Et on va se recentrer donc sur ce Tour de France là, dont les 3 premières étapes avaient été disputées à l'épisode précédent. Donc la première étape avait vu la victoire d'Arnaud Démare. Voilà, Arnaud Démare en champion de France qui venait s'imposer devant le gratin des sprinters. Et puis ensuite, sur les 2 étapes suivantes, toujours en Corse donc, eh bien, on avait énormément musclé les débats afin de faire un petit peu chanceler les meilleurs sprinters et d'aller chercher comme ça 2 victoires au sprint par Michael Matthews. Bon, on voit quand même qu'il n'y a pas non plus, une marge infinie, hein, mais à chaque fois, quand même, il vient chercher l'étape devant un Démare, enfin voilà, parmi les sprinters qui sont capables de résister. Alors, et maintenant, que se passe-t-il? Eh bien évidemment, que se passe-t-il? C'est le fameux contre-la-montre par équipe à Nice, autour de Nice, 25 km avec assez peu de relief. On a une équipe qui est pas mauvaise au niveau du contre-la-montre, mais il y a aussi pas mal de clients sur le plateau. Je m'attarde un peu sur ce Mullen.
Mullen, bizarre, hein. C'est un régène, hein. C'est un régène, je pense. Et c'est un monstre du contre-la-montre. Après, du côté des Sunweb, on a mine de rien une équipe homogène. Donc voilà, hein, ça peut faire du bon temps. Les BMC, on sait que BMC c'est un peu traditionnellement une valeur sûre. Il y a Quad notamment, Vanguard Run pour ne citer que évidemment, hein, mais il y en a d'autres encore. Du côté des Mickelton Scott, on n'est pas ridicule. Du côté des Quick Step, on n'est pas ridicule non plus. Hein. Il y a 2-3 spécialistes. Hein. On a vu Youngles, on a vu Lampart notamment. Et puis nous, ben, je fais le truc habituel, c'est-à-dire que j'ajuste la durée de l'effort de chacun en fonction un petit peu de sa résistance à l'effort, de sa valeur intrinsèque en prologue, etc. En prologue, en contre-la-montre, on est sur 25 km, donc on est un petit peu à cheval, même si normalement au-delà de 20 km c'est la note en CLM qui doit compter, mais bon, voilà, sait-on jamais. Et la note de plaine également, et puis par contre l'effort il est ajusté comme vous le voyez pour tout le monde, c'est un effort max, un effort maximal. Donc j'espère moi secrètement là sur ce contre-la-montre par équipe, j'espère secrètement évidemment gagner. Hein. On peut pas se ranger, faire style qu'on veut pas gagner. Non non, j'ai de l'ambition. Maintenant, il faut quand même aussi être raisonnable. Il y a les équipes que je vous ai montrées juste avant qui sont des clients. On peut éventuellement être battu par l'une d'entre elles. Et puis derrière nous, hein, il y a les National Bing, hein, les fameux National Bing. Donc là encore, est-ce qu'on va réussir à leur résister? Voilà, c'est toute la question. Donc déjà, premier renseignement sur la performance du jour. Est-ce que le premier temps intermédiaire est bon? Oui, il est très bon. Il est très bon puisque on sera au pire deuxième, donc au premier intermédiaire. Donc ça c'est quand même déjà une bonne chose. Ça prouve qu'on fait plutôt un bon CLM. Et puis on voit quand même que voilà, juste après, il y a quand même National Bing qui est arrivé en tête en fait. Derrière, il passait derrière nous, c'est la dernière équipe à passer hein, dans ce CLM. Donc on est deuxième à l'intermédiaire. Est-ce qu'on va réussir à réduire l'écart là sur cette deuxième partie de parcours? Bah, de toute façon, j'ai mis à bloc. Hein. J'ai mis à bloc. On voit qu'au niveau de la barre jaune, il n'y a personne qui semble être en souffrance, voire même il y en a qui vont arriver avec un résidu de barre jaune. Après, c'est toujours pareil. On aurait pu peut-être pondérer un poil différemment les temps de relais, en fait. C'est vraiment là-dessus, puisqu'on est à l'effort maximal, on ne peut pas ajuster ça autrement. Hein. Donc c'était peut-être sur les temps de relais qu'il y avait quelque chose à optimiser. Hein. Donc voilà, on va voir ça. On va être, j'allais dire évidemment, il n'y a rien d'évident, en tête, en tout cas en attendant National Bing. Alors National Bing, ils ont des sacrés spécialistes. Ah ouais, voilà. Ils nous mettent une vingtaine de secondes. Bon, ok, on a compris le message. Il va falloir compter sur eux. Chris Froome n'est pas mort. Il est au contraire bel et bien là. Et du coup, Chris Froome s'empare du maillot jaune au soir de cette étape 4. Après, on va rentrer dans une série d'étapes là qui sont des transitions entre le sud-est de la France et les Pyrénées. Donc, l'étape 5, déjà, c'est un déplacement en direction de Marseille. Intéressant à jouer, classifié pleine. Alors, classifié pleine, c'est un poil dommage, quelque part, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit classifiée vallon, parce que ça aurait peut-être permis de faire un peu plus mal à certains sprinters, et du coup, il va falloir vraiment compter avec eux, ça va être délicat. Ce que je vais faire des petits tests par-ci, des petites provocations en faisant partir Roman par là. Bon, on voit bien que ça réagit malgré son retard. Bref, on voit aussi qu'à l'intermédiaire du classement pour le maillot vert, les gros sprinters vraiment jouent le jeu. Hein. Ils sprintent comme des malades, même quand c'est pour une place. On sait qu'il y a beaucoup de points distribués sur ces sprints-là.
C'est une des spécificités du Tour de France par rapport, par exemple, à la Vuelta, où il y a très très peu de points qui sont comme ça attribués sur les sprints intermédiaires pour le classement par points. Voilà, donc j'essaie de durcir, hein. Écoutez, il n'y a pas d'originalité là-dedans. On protège Mézec, on protège Matthews, on protège Tish Benoît, et puis on voit bien ce qui est possible de faire. Donc j'ai fait se relayer un petit peu un Omen, un Hirschi sur ces difficultés-là, et puis après ce sera aux autres de rentrer en scène, hein. On voit que là par exemple c'est Wout van Aert qui est chargé d'assurer un très très gros tempo. On arrive un peu à éliminer des gens, hein, par rapport à ce peloton, mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup, puisqu'on a encore un peloton qui est quand même assez énorme, hein, presque 150 unités, donc on est en début de Tour de France, il faut pas non plus être là à vouloir tout faire sauter immédiatement, ce serait débile, hein. Donc c'est normal que ça résiste. Il y a des équipes qui sont là que pour leurs sprinters, donc c'est normal qu'elles s'accrochent, c'est normal que le sprinter tienne le coup. On sait que jusqu'à l'étape 7, y compris, il n'y aura pas de montagne, donc en tout cas pas de haute montagne, donc à partir de là, c'est pour les sprinters, ils sont venus pour ça. Je trouve qu'il y a un certain réalisme à ce qu'ils ne décrochent pas, même si je peux vous assurer que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les décrocher. Et là, je vais tenter un petit coup de filou, là. Je vais tenter de faire partir Tish Benoît au sommet de la descente. On voit que c'est la route qui arrive par le bord de mer. En tout cas, c'est ça qui a voulu être modélisé par le jeu. Voilà. Donc, non, en fait, je sais pas exactement si c'est pas une route qui vient plutôt de Aubagne ou de quelque chose comme ça, parce que ça ne me fait pas penser non plus à la route des Crêtes quand on arrive de Toulon en fait, hein, par le bord de mer, direction Marseille, on voit les calanques. Je pense pas que ce soit cette route-là. En tout cas, par contre, l'arrivée dans Marseille, elle est assez identifiable, elle est plutôt pas trop mal modélisée. Ok, ça va se jouer au sprint. Je vais faire tout ce que je peux pour emmener Michael Matthews. Puis on voit que quand même, c'est délicat parce que on a beau avoir fait tout ce qu'on a pu, honnêtement, j'aurais pas pu attaquer plus, j'aurais pas pu provoquer plus. Euh, et puis on est mais supra largement dépassé sur cette arrivée. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 78 contre 84. Voilà. Je pense que ça résume relativement bien la situation, hein. 84, c'est Groenewegen, hein. Voilà, par exemple. Donc, démarre 83, etc. Bref, voilà, c'est comme ça. Donc Chris Froome gardera sa tunique jaune puisque Matthews n'a pas réussi à gratter la moindre bonification. Ensuite, on va maintenant de la région de Marseille, donc départ de Aix-en-Provence, hein, jusqu'à Montpellier. Donc là encore, c'est une étape qui est pour sprinter, très très clairement. Donc on peut encore essayer de faire tout ce qu'on peut. C'est ce que je vais faire pour voir s'il n'y a pas quelque chose de faisable. Et puis ensuite, il faut se tenir prêt pour le sprint éventuel. Donc voilà, ça va être chose faite. On va essayer d'emmener cette fois-ci avec Wout van Aert, ensuite Tim Wellens, et puis ce sera Tish Benoît là. On voit les quick steps là qui essayent de préparer le terrain pour Gaviria le mieux possible. Voilà, c'est parti pour Benoît qui va lancer Matthews. Alors je suis désolé pour le côté irréaliste, le fait que Mézec soit dans la roue de Matthews, hein, je sais que c'est totalement dégueulasse, mais en même temps si je ne le fais pas, je peux me faire punir par le jeu, par un écart, parce que Froome lui, au demeurant, Froome lui, il sprint quoi. Et comme je veux pas me faire entuber à ce niveau-là, vous voyez Mézec, mais en fait Froome voilà, juste derrière là, voilà. Alors là il se trouve qu'il a pas sprinté vraiment dans les 20 premiers, mais je me suis fait avoir 2-3 fois, hein. Je crois que ceux qui ont vu les épisodes de cette série le savent. J'en ai marre de me faire avoir en plus de manière totalement débile quoi, parce que évidemment
sur le plat, comme ça, perdre du temps serait vraiment n'importe quoi. Donc, pour éviter les cassures, voilà, je mets mon leader dans la roue de mon sprinter. Voilà, encore une fois, c'est moche, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour pas me faire entuber. Donc, étape 7, on va cette fois-ci en direction de Albi. Alors là, voilà, hein, on se rapproche très très nettement des Pyrénées, puisque Albi, ça nous augure une suite qui sera peut-être très très proche. On sait qu'à l'étape 8, il va y avoir comme ça de la montagne. Je vais tenter, toujours pareil, de faire partir un Hirschi, puisqu'il a du retard. On voit que le peloton le laisse partir, mais en même temps, Hirschi, sur ce terrain-là, euh, même dans un groupe d'échappés, là, on voit qu'il rejoint assez facilement. Hirschi ne peut pas prétendre réellement à une victoire vu la nature du final, quoi. Hein, donc assez rapidement, je le ferai décrocher, voilà. Je le ferai décrocher parce qu'en fait, j'ai pas du tout la possibilité d'aller gagner au sprint avec Hirschi face à ces piètres quelque part compagnons d'échappée, mais qui suffisent très très largement à battre Hirschi au sprint. On sait que c'est pas du tout un sprinter. Donc voilà, même s'il a une capacité d'accélération. Et donc, Hirschi, il attend sagement. Et puis j'avais tenté aussi d'échapper Omen. Et puis Omen, en fait, il fait réagir. C'est amusant de voir que le jeu a écart de temps égal entre Omen et Hirschi par rapport à Chris Froome. Hein. Voilà, par exemple, la petite démo là, c'est que quand on décide de faire partir Omen, non, voilà, je l'ai pas montré, ça servait à pas grand chose. En fait, le peloton il réagit de suite, alors que si vous faites partir Hirschi, bon, voilà, ça réagit pas. Je n'ai pas d'explication. Et puis sur la fin, je vais essayer de durcir. Allez, tant qu'à arriver au sprint, on va quand même se donner les moyens d'éliminer éventuellement des gens. Donc, je vais tenter plusieurs fois là parce qu'il y a des mini-côtes. Des mini-côtes dans ce final, dans les 60, 50 derniers bornes. On va tenter vraiment d'appuyer, mais c'est pas évident. C'est pas évident du tout, donc voilà, toujours en protection sur Mézec, toujours avec des types qui, voilà, vous voyez là par exemple, coup de filou, je mets tout le monde en file indienne, je pars, là encore, totalement irréaliste, mais on va dire que de toute façon ça avorte. Donc comme ça avorte, c'était juste une tentative, on va dire, pour tester le jeu. Donc, on arrive à des moments comme ça à créer des cassures, mais ces cassures ne sont pas quand même des cassures suffisamment importantes pour qu'il y ait réellement de sprinters majeurs qui soient décrochés ou bien de leaders notoires qui soient piégés, quoi. Hein. Donc, là encore, gros boulot de quick step pour emmener leur sprinter vedette Fernando Gaviria. Bon, voilà, ça s'annonce encore une fois délicat, hein, le sprint à venir, parce qu'on est loin d'être les mieux armés, mais je tente encore, toujours un peu dans l'ordre Van Aert, Wellens, Benoît, Matthews, puis Mézec horriblement calé dans la roue, et puis là on n'est pas trop mal sur celui-là, voilà. Eh ouais, c'est Bauhaus qui va s'imposer devant Groenewegen, et Matthews va quand même choper la petite bonif liée à la troisième place. Donc bon, voilà. Que dire? Que dire? C'est que on va bientôt savoir, et puis il y a des différences qui vont bientôt se faire. Fort heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, cette première semaine de Tour de France, là, 2013, est fortement ennuyeuse. Bon, voilà. Ou alors il faudrait avoir comme ça un maître sprinter. Mais c'est pas notre cas, et puis c'est des choix stratégiques, tout ça. Donc, étape 8, enfin, allez, arrive en altitude, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? J'espère au moins ne pas concéder de temps sur l'ami Chris Froome, cela va de soi. Et donc pour cela, j'avais une envie déjà, c'était d'envoyer à l'avant un Hirschi, voire même un Omen, pour peut-être servir de manière assez classique maintenant de relais en cas de soit souffrance de nos leaders, soit en cas de possibilité d'extraction du groupe Froome, par exemple dans une fin d'ascension là,
port de Palière. Donc, bon, on va voilà, constater que Hirschi s'est échappé sans trop de difficultés. Le groupe Hirschi a pris près d'une, allez, entre 9 minutes à peu près, 9 minutes sur le peloton, alors qu'on est encore à un bon paquet de kilomètres de la fin de l'ascension du port de Palière. Donc, dès que la montée s'intensifie, dès que les pourcentages commencent à augmenter, je lance Omen avec pour ambition de réduire considérablement le groupe maillot jaune. En tout cas, maillot jaune, c'est un peu délicat parce que Matthews, il est amené à sauter. Il est amené à sauter assez rapidement normalement. Mais en tout cas, le groupe des prétendants, voilà, le groupe Froome, je pourrais presque dire, le groupe Benoît, Mézec, Froome. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Omen, après avoir tout donné, on peut d'ailleurs s'amuser du fait que certains équipiers, pas forcément très forts en montagne, du côté des National Bing, ont été totalement capables de reprendre Omen tranquillou, alors qu'Omen il a 83 en montagne. Et puis eux ils y vont mais tranquille quoi. Ils le reprennent peinard avec un petit 67, avec un petit 75, voilà, tranquille. Donc il y a des miettes qui sont laissées en route, évidemment, ça finit quand même par écrémer considérablement. Même Lopez se fait avoir. Alors là, par contre, il faut m'expliquer. Comment est-ce que Miguel Angel Lopez, avec son 80 en montagne, a pu sauter alors qu'il y en a d'autres? Voilà, on voit le Français Alexandre Genier qui est encore là alors qu'il a 77. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Des fois, une histoire de pic de forme, je veux bien l'entendre, mais bon, étrange. Donc, on va dire que voilà, c'est les formes du jour. Il y a des gens qui sont plus ou moins en forme. Ce qui m'a beaucoup limité dans cette montée, dans la fin de la montée, pour faire plus mal aux adversaires, c'est que Mézec ait commencé à être à l'agonie, le pauvre. Donc ça, c'était vraiment embêtant. Sur la toute fin, je décide quand même d'accélérer. Parce que voilà, c'est quand même embêtant. J'ai dû faire les 5 derniers kilomètres avec Wellens en effort 62. Parce qu'en fait, Wellens et Benoît, ils étaient au taquet. Et par contre, le pauvre Mézec, il était en train de totalement capituler. Donc, heureusement, il a retrouvé un soutien à l'arrière qui était Omen. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'évidemment, je vais arrêter de rouler avec Wellens. Et puis, je vais essayer de faire en sorte que Omen ramène Mézec dans cette descente. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis permis d'accélérer sur la toute fin du col. Bon, à voir si c'est la bonne stratégie ou pas. Il y a, il y a toujours du pour et du contre en fait. Donc là, ça paraît délicat à boucher le trou. Il y a O'Connor qui est tout seul entre les deux groupes, mais Omen aura bien du mal à boucher ce trou, surtout que ça va bientôt regrimper. Et là, c'est là qu'il y a un incident qui va être majeur. Chute de Wellens. En soi, chute de Wellens, bon, ben oui, mais en fait, il y a beaucoup d'autres gens qui ont chuté. On va s'y attarder un petit peu plus tard. Il y a notamment, voilà, Bardet, Froome, Pinot, Godu, Jongels, Mollema, Alaphilippe. Il y a beaucoup de monde qui a vraiment été pris. Et ce qui est amusant, c'est que Omen est tombé au passage. Par contre, Mézec, il a réussi à se faufiler et du coup, il se retrouve dans le même groupe que Froome. De ce fait, Benoît se retrouve en position assez incroyablement inespérée, inespérée totalement, de peut-être faire un écart au général. Et je vais donc demander évidemment à notre ami Hirschi de l'attendre pour le protéger, on va dire, jusqu'à la fin de cette étape, quoi, tout simplement. Donc c'est ce qui se produit, voilà. Donc Benoît se fait attendre par Hirschi. On fait une croix sur la victoire d'étape, mais c'est pas dramatique. Il faut plutôt essayer de penser en termes de gains, alors qu'on voit là le diable là, qui courait au bord de la route, voilà. Donc, allez, c'est la remontée fantastique de Benoît par rapport à un petit groupe
qui s'était un petit peu enflammé. On est poursuivi par du Movistar, sachant qu'il y en a aussi 2 devant, hein, Soler et Quintana. Quintana qui va lâcher sur la fin de l'ascension. Là, on passe à côté du français Latour, qui est un Mickelton Scott, faut pas oublier. Là, il y a Simon Yates qui est en train de souffrir. Il y a également Soler qui est juste devant nous. Latour se refait la cerise là sur la toute fin. Non, c'est Pouls, autant pour moi. Latour avait été pris. Bennett, voilà, bon. Petit éparpillement, et puis finalement, Froome réussit quand même une très très jolie remontée pour dire qu'il avait été impliqué dans cette chute. Il s'en sort quand même pas si mal. Par contre, celui qui s'en sort pas très très bien, c'est notre vainqueur du Giro, Mézec, là. Aïe aïe aïe, ça sent pas très très bon. Voilà. Donc, que dire? Prise du maillot, ouais, prise du maillot. Ça demande un peu d'éclaircissement. Absolument rien n'est fait. Les écarts sont minimes. Il y a une 20 sur Froome. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé là sur cette chute pour constater que Soler a aussi réussi à passer miraculeusement entre les gouttes. Il y en a un autre là qui vient de slalomer. Omen se gamelle lamentablement, et pendant ce temps-là, Mézec passe. Donc quelque part, on a eu quand même un petit peu de chance, parce que cette chute, elle a non seulement mis Benoît en position idéale pour essayer de gagner un petit peu de temps, mais en plus, elle a permis à Mézec de rentrer sur un bon nombre de favoris. Par contre, ce qu'il faut arriver à expliquer, et c'est pour ça que je prends le replay sur ce coup-là, c'est déjà la stratégie des National Big, d'une part, parce que on peut constater que, regardez, il y a Clinton Ginn là, juste devant, je ne sais pas si c'est Alaphilippe ou Youngles, mais il y a Ginn qui poursuit très vigoureusement Froome, et il y a Bernal plus petit gabarit, c'est comme ça qu'on peut l'identifier là par rapport à Froome, Bernal qui au final essaye de suivre, ainsi que Ginn, leur leader Froome, à moins que Froome ne soit pas vraiment le leader. En fait, c'est vraiment un point d'interrogation. Je ne sais pas exactement quelle est la stratégie de ces National Big. Je les trouve beaucoup moins lisibles depuis que ça a changé de sponsor. Quand c'était Sky, c'était beaucoup plus facile à comprendre. Et là, est-ce que Froome essaye de ramener Bernal, ou est-ce que c'est Bernal qui s'accroche à Froome, lequel joue pour sa pomme? C'est pas évident à savoir. On voit au passage Thibaut Pinot qui a un petit peu accusé le coup là sur la toute fin. Il n'a pas été en mesure non plus de remonter comme ça aurait été souhaitable. Bon, voilà, donc il y a un relatif éparpillement, et Quintana qu'on voit pas dans les 16 premiers, il est à plus de 5 minutes 20 de Tish Benoît. Donc il va y avoir encore beaucoup d'étapes. C'est loin d'être joué, à commencer par une étape 9 là, qui va être à mon avis assez sensationnelle et relativement favorable. Et puis je ne pouvais pas ne pas partager avec vous un très très grand moment de jeu d'acteur, disons-le très très clairement, sur lequel je suis tombé il y a quelques temps, tout à fait en rapport donc avec nos Lotto Soudal bien sûr, avec en guest star un Tish Benoît, donc on est dans notre thématique, et puis celui qu'on a laissé partir nous assez rapidement, c'était Tosh van der Sande. Voilà, donc ils illustrent un petit peu le sponsor, c'est assez amusant, en tout cas pour moi, grand moment de télé belge, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis voilà, on va se retrouver dans quelques temps pour la suite de ce Tour de France qui est très 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 loin d'être gagné. Je suis assez pessimiste par rapport aux chances de Mézec. Il va vraiment falloir qu'il frappe un très très grand coup au moment du contre-la-montre là du Mont-Saint-Michel. Puis il faudra encore voir après le comportement, par exemple dans le Mont Ventoux, tout en sachant qu'après on ne se privera jamais pour essayer d'agiter les choses dès lors qu'on sera sur terrain vallonné, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est peut-être celui qu'on est le plus en situation de perdre là de Tour de France parmi les dernières éditions. Je vous dis à bientôt.